Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et oui, on continue les débats de l'été, mais nous sommes deux, désormais, pour vous accompagner. Bonjour Maxime Trouleau. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, comment ça va ? Très bien. Vous êtes couché tard, vous avez regardé cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques ? J'ai regardé une partie. Après, Alors, je suis allé me coucher. Ah, vous en avez pensé quoi avant ? C'était pas mal. J'ai pas C'était tout regardé, donc je peux pas donner un avis totalement objectif, mais le début était bien. C'était pas mal, écoutez, moi j'ai regardé en entier, belle chose à voir. Ouais. C'était une vraie fête. On y reviendra d'ailleurs avec notre consultant à 12h45, Anthony Martin-Smith. Les audiences, avec nous. Benjamin, cartonné. Ouais, effectivement, mais beaucoup moins que les Jeux Olympiques. Oui, ça bien sûr. Ouais, c'est dommage, mais effectivement, 11 millions, vous étiez 11 millions devant votre poste de télé en France pour regarder ces Jeux Paralympiques, cette cérémonie d'ouverture. C'est vrai que c'est assez gigantesque. Et on sera avec Anthony Martin-Smith, notre consultant, 12h45, j'allais vous le dire, pour décortiquer tout cela. Il était présent sur place, Il va tout nous dire de l'ambiance, ce qu'il a vécu justement. Mais d'abord, notre premier sujet. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Un sujet beaucoup moins réjouissant. Incendie, tentative de prise d'otage, tir de mortier. Maxime, que se passe-t-il à la prison de Perpignan ? Les surveillants pénitentiaires dénoncent une situation de grande frayeur et de tension. Oui, jusqu'à hier même, où des mortiers d'artifice ont été tirés sur un mirador de la prison du côté donc de Perpignan. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais au mois de juillet, la prison de Perpignan était la cible au moins 2 fois, dont une tentative de prise d'otage. Les membres du personnel avaient alors décidé de cesser le travail. Bonjour Pierre Grosset. Bonjour. Merci beaucoup, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Pierre Grosset, vous êtes secrétaire local UFAP, UNSA Justice, centre pénitentiaire Perpignan. La prison de Perpignan visait un mirador visé par des tirs de mortier d'artifice dans la nuit de mardi à hier. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? Ça paraît complètement surréaliste. Eh ben, dans la nuit de mardi à mercredi, effectivement, des individus se sont postés de l'autre côté de la départementale 900 et ont installé des mortiers et ont visé le mirador et donc qui a été touché. Donc une première salve, le surveillant a été surpris et effrayé. Il a pris le projecteur et les a éclairés. Ils se sont enfuis, mais ils sont revenus 10 minutes après pour de nouveau remettre une autre salve et ce coup-ci en direction du centre de semi-liberté. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des interpellations derrière ou pas ? Non, puisque nous on réclame depuis X temps. On a fait la demande au préfet. On nous a dit que ça dépendait de la mairie. Depuis 2022, on demande justement des caméras de sécurité aux abords de l'établissement, que ce soit du côté de la zone commerciale ou du côté de la départementale, puisque on est aussi victime de projections journalières dans notre établissement. Et non, ils ont pas. C'est des eunuques qui sont arrivés cagoulés. Ils avaient mis le véhicule qui était plus loin, posté plus loin dans le noir, donc le surveillant en poste au mirador effectivement n'a pas pu voir la plaque d'immatriculation et donc je ne sais même pas si une enquête a été déclenchée pour l'instant. En fait, pour l'instant, j'ai aucune nouvelle. Pour l'instant, vous le savez pas. En tout cas, il est sous le choc, j'imagine, ce surveillant qui était en poste dans ce mirador. Ah oui. Ben bien sûr. Je vous dis, à Perpignan, depuis juillet, on assiste à des scènes de violence que l'on n'avait jamais connues depuis l'ouverture du centre pénitentiaire en 1987. Ça a commencé, comme vous l'avez dit, ils ont commencé à nous incendier les véhicules personnels, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans notre domaine sécurisé pour incendier le véhicule d'un collègue et en endommager 2 autres, pareil, cagoulés. Et là, on a pris, comme vous l'avez rappelé, on a eu une prise d'otage, c'est ce qu'on n'avait jamais eu. On a eu une prise d'otage. Heureusement que le collègue a été extrêmement réactif et a pu se libérer. Mais ce sont des scènes de violence que l'on n'a jamais connues à Perpignan sur notre établissement. Et quel est l'objectif de tout ça, Pierre Grosset ? Bon, vous savez, je pense que c'est à l'image de la société, où on voit bien de plus en plus de faits divers et de violences dans nos rues, et ça se déporte sur nos établissements pénitentiaires. Mais ça ne concerne pas tous les établissements pénitentiaires, toutes les prisons. Là, on voit, concernant la prison de Perpignan, il y a quand même un déchaînement de violence, c'est incroyable.
Alors Perpignan, déjà, la problématique de la prison de Perpignan, c'est qu'elle est constamment en surpopulation pénale, puisque quand vous faites le taux de remplissage de la maison d'arrêt des femmes ou de la maison d'arrêt des hommes, on est toujours dans le trio de tête national à ce niveau-là. Donc on a une surpopulation. À l'heure actuelle, on doit avoir 770 détenus pour 529 places, mais sur la maison d'arrêt, pour vous donner un chiffre, on est à 335 détenus pour 132 places. Donc presque toutes les cellules sont triplées, sans douche, donc ça crée des tensions extrêmes. Mais et puis bon, le Perpignan est un établissement frontalier où il y a énormément de délinquance, il faut le dire, dans les Pyrénées-Orientales, et donc on a subi l'hyperviolence qu'on a à l'extérieur, on l'a subi sur notre établissement, et effectivement, nous on est surpris, puisqu'on avait, je vous l'explique, ces faits de violence, nous ne l'avions jamais connus depuis l'ouverture de l'établissement. C'est un été du coup compliqué, même carrément inédit, si l'on vous entend. Pierre Grousset, dans quel état d'esprit sont vos collègues, dans quel état d'esprit êtes-vous ce midi, Pierre Grousset? On est abasourdi, mais quelque part déjà en juillet on commençait, on se disait mais c'est pas possible. Mais là, tous les 15 jours à peu près, on a un fait de violence qu'on n'a jamais connu. Alors on est inquiet. Alors on n'a pas peur, mais bien qu'on ait la boule au ventre, c'est quand même compliqué pour les personnels. Quand vous arrivez tranquillement faire votre nuit, vous revenez, vous ressortez, votre véhicule a été incendié. Quand vous prenez votre poste à l'étage, vous vous retrouvez avec un poinçon sur la gorge, être pris en otage. Quand vous en montez dans votre mirador pour faire votre surveillance de vacation de 2 heures, vous vous retrouvez bombardé par le mortier. Vous pensez bien que les surveillants sont dans une situation, alors peut-être pas d'angoisse, mais oui d'angoisse, et ils sont pas rassurés. Voilà. Après c'est des professionnels, mais voilà. Après à un moment donné, il faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à recruter des personnels pénitentiaires. Justement, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Pierre Grousset, d'être entendu, écouté par les politiques? On sait qu'on est dans une situation assez particulière. Est-ce que vous êtes pessimiste pour la suite? Parce que des promesses, il y en a eu encore récemment. Oui, on a l'impression que rien ne change. Mais non, il n'y a rien qui change. Bien sûr qu'il n'y a rien qui change. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que nous, les syndicats, on remonte le fait qu'il y a une surpopulation pénale, qu'il faut construire des établissements, et surtout il faut construire des établissements sécuritaires. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on voit bien qu'il y a une volonté délibérée de laisser prospérer les trafics. Voilà. Après, tout simplement, vous savez, c'est pas compliqué à un moment donné. Si vous limitez les trafics à détention, quand je parle de trafic, c'est téléphone portable, produits stupéfiants, qui est un véritable business pour la volumétrie, pour les délinquants. Tout le monde veut lutter contre ça quand même. Qu'on donne les moyens. Le dire dans les médias, c'est bien, le faire, c'est mieux. Vous aviez parlé tout à l'heure de surpopulation carcérale du côté de Perpignan. C'est le cas malheureusement partout en France, avec un chiffre qui n'a jamais été aussi haut au mois de juillet dernier. 78 509 personnes détenues dans les prisons françaises aujourd'hui. Une surpopulation carcérale de 126,9%. Pierre Grousset, jusqu'où cela peut-il aller ? Je sais pas, puisque tous les mois on bat le record. Donc à un moment donné, il y a de plus en plus d'incarcération et on a toujours pas de place supplémentaire. Et surtout, ce qui devient inquiétant maintenant, c'est pour la sécurité et pour justement gérer cet afflux de personnes placées sous écrou, c'est qu'on n'a plus de personnel. On a manque, et notamment à Perpignan. Pierre Grousset, je voudrais vous faire réagir. Alors c'est pas l'actualité du centre pénitentiaire de Perpignan, mais vous avez peut-être vu passer dans l'actualité ce qui s'est passé près de Lille. Hier, un commando qui a fait éruption sur le site d'une prison, qui a fait feu à plusieurs reprises sur l'établissement, armé de Kalachnikov. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est dramatique. Voilà, ils viennent sur les murs, parce que je rappelle qu'avec l'établissement pénitentiaire, c'est l'enceinte de la République. Ils viennent tirer sur les portes d'un bâtiment de la République à coup de Kalachnikov. C'est pas avec des pistolets à eau. Mais moi, je suis effrayé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, on le voit bien. On a eu quand même le drame d'Incarville où 2 de nos collègues sont décédés. Tout le monde a découvert qu'on faisait un métier dangereux. Mais nous, on le sait depuis longtemps qu'on fait un métier dangereux. Jusqu'à maintenant, on avait été plus ou moins épargnés heureusement par des décès. Maintenant, on a des décès. Ils viennent tirer à la Kalachnikov. Et la prochaine fois, c'est quoi? Ils vont faire sauter le Mirador à coups de bazooka. Pierre Grousset, on entend votre colère. En tout cas, merci d'avoir été ce midi sur Sud Radio. C'est important aussi d'alerter les auditeurs de Sud Radio qui vous entendent effectivement sur cette situation de plus en plus intenable du côté du centre pénitentiaire, notamment de Perpignan, mais pas que. On parle d'autres centres pénitentiaires aussi visés, comme ça a été le cas, j'en parlais à l'instant, près de Lille. Merci Pierre Grousset, secrétaire local UFAP UNSA Justice, donc de ce centre pénitentiaire de Perpignan. Bon courage à vous et soyez prudents, bien évidemment. On est obligé d'en arriver là. Ouais. Sud Radio, midi et quart.
voir dans un instant. On revient, on va parler d'une situation compliquée du côté des internes aussi, tout autre sujet quand même. Oui, c'est compliqué puisqu'il y a eu une réforme et certains internes en médecine aujourd'hui se posent la question, faut-il bientôt aller à l'étranger pour réussir? On en parle dans un instant. À tout de suite. Grand débat de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Les débats de l'été, midi 20, bon appétit si vous êtes à table. En tout cas, on poursuit ces débats, on continue de mettre le focus là où ça fait mal. C'est malheureux de dire ça, mon cher Maxime, mais effectivement, parce qu'on a parlé du malaise dans les prisons, on va parler, alors c'est un tout autre sujet, mais du malaise aussi qu'il y a dans les hôpitaux avec cette situation concernant les internes en médecine. Après cette réforme du concours d'entrée à l'internat, des milliers de jeunes médecins en devenir pourraient quitter la France, Maxime. Oui, car cette année, pour près de 8000 étudiants en 6e année, il faut choisir sa spécialité pour devenir interne et intégrer un hôpital ou une clinique. Problème, les concours sont plus sélectifs, plus durs et en plus on a supprimé plus de 1500 postes d'internat pour la rentrée prochaine et ça, les élèves ne l'ont su qu'il y a quelques semaines seulement. Mauvaise surprise et quand il faut décider de son avenir professionnel notamment. Bonjour Jules Cipriani. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Jules, vous êtes étudiant en 6e année de médecine à Aix-Marseille Université. Ça veut dire que vous deviez passer ce concours d'entrée à l'internat, c'est ça ? C'est ça, je l'ai passé en octobre dernier, les écrits et les oraux à Marseille. Racontez-nous pourquoi ce malaise du côté des internes. Vous le vivez véritablement. Qu'est-ce que c'est avec cette pétition que vous avez signée, je crois? Oui, bien sûr, j'ai signé la pétition. Eh bien, en fait, on a su début juillet la suppression de 1500 postes d'internes, mais surtout avec de manière très inégale entre les spécialités, ce qui n'était pas convenu à la base. En fait, en 2007, ils avaient le même nombre d'étudiants et aucune suppression de postes. Et là, en fait, on se rend compte qu'à un mois des choix, parce que là, on est en plein choix en ce moment, qu'en fait, on a une réduction du nombre de postes de spécialité qui vont être comblés par des étudiants, par des médecins étrangers. Du coup, parce que nous, dans les hôpitaux en France, on aura beaucoup moins d'internes cette année, beaucoup moins d'internes spécialistes. Ce qui est une réduction en fait très disparate de ces postes. Et pourquoi ce choix? Pourquoi préférer des médecins venus de l'étranger plutôt que des jeunes internes? Parce que ça coûte moins cher. Et nous, en fait, on coûte cher, même si on a étudié ici, ça coûte moins cher de faire venir des médecins étrangers. Et ce qui, nous, en fait, va nous faire fuir aussi vers l'étranger, parce qu'on sera mieux considéré, mieux payé, et on pourra choisir la spécialité qu'on veut. Alors, du côté du gouvernement, on explique que finalement, ces 1500 postes ont été supprimés parce qu'il y avait moins de demandes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous le vivez au quotidien, Jules? Non, c'est pas vrai. Les demandes de spécialistes sont de plus en plus conséquentes. Les délais d'attente chez des spécialistes ils augmentent à vue d'œil. Donc les demandes, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils ne se rendent pas compte que dans le public ça va mal et que comme ils se font soigner la plupart dans le privé et qu'ils mettent pas un pied à l'hôpital public, c'est facile de dire ça. Mais en fait non, la demande est croissante et du coup en fait le nombre de spécialistes non. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, Jules Cipriani, de choix? C'est-à-dire que on a l'impression presque que beaucoup d'étudiants font un peu les mêmes choix. Je parle de chiffres ce midi, moins 18% pour l'ophtalmologie et la médecine générale, ou encore moins 15% pour la médecine d'urgence. Ça, ce sont les postes qui ont été supprimés. Est-ce que les jeunes comme vous, Jules, aujourd'hui, vont trop vers des voies comme la médecine générale, par exemple? Il y a beaucoup de personnes qui vont vers la médecine générale en dépit. Et trop de personnes en dépit de ne pas avoir de spécialité, justement. Cette année encore plus. On fait beaucoup de choix par dépit. Et non, mais il manque de tous les médecins. Et en fait, le fait de réduire même les postes de médecins généralistes, ça n'aide pas. Savez-vous pourquoi cette annonce vous a été envoyée au dernier moment? Parce que finalement, si elle avait été en début d'année, il n'y aurait aucun souci. Là, le problème, c'est que vous avez 4 semaines pour choisir votre futur, Jules. Elle a été au dernier moment et on s'est pas rendu compte parce qu'on s'était dit quand même que ça allait être à peu près au prorata de l'an dernier, qu'avec les classements qu'on avait eus, ça allait plus ou moins nous permettre d'avoir accès à des spécialités qu'on convoitait. Donc en fait c'est ça, on s'est vraiment rendu compte au dernier moment et en fait comme on a réagi par conséquence au dernier moment, ça va rien changer. Et en fait, on a l'habitude, au final, de ne pas être écouté. Alors, Jules, vous nous avez parlé... Allez-y, pardon. Ouais. C'est le moindre changement qu'on essaye depuis le début de la réforme. Les changements qu'on essaye, on essaye de repousser. On n'a jamais été écouté. Donc, ça va, à mon sens, pas changer maintenant. Mais voilà, c'est tout le problème du système de santé en France. On n'est jamais écouté et après, on est
les premiers au front. C'est-à-dire que c'est ce que vous nous dites ce midi, finalement, les politiques finalement ont fait cette réforme sans interroger les principaux concernés. Vous vous sentez exclu ? Carrément. Et la suppression des postes a été aussi dictée et nous ont pas demandé l'avis aux chefs de service qui ont demandé plus d'internes et qui la demande n'a pas été respectée. Il y a beaucoup de chefs qui ont demandé un nombre d'internes et qui ont été refusés, voire amoindris et qui vont se retrouver sans interne à la rentrée. Aujourd'hui, vous êtes obligé de choisir ou pas, j'ai envie de dire, Jules. Quelles pourraient être les conséquences là ? Vous nous aviez parlé d'un mot de l'étranger. Vous pourriez partir de France pour continuer vos études à l'étranger ? Bien sûr, on peut fuir entre guillemets vers la Suisse, la Belgique, qui nous acceptent, qui reconnaissent notre diplôme et qui vont nous ouvrir un peu des postes, qui vont nous permettre de faire une spécialité que l'on souhaite, qu'on convoite. On va être mieux considéré et c'est ça, on peut même passer des équivalences pour partir au Canada ou aux États-Unis. C'est pas très compliqué, en fait, c'est juste que ça va y avoir une fuite de tous les médecins français, une diminution de la qualité du système de soins en France et qui va être comblée par des médecins étrangers. Mais des médecins étrangers avec quelle qualification, quelle compétence, ça sera équivalent à ce qu'on a aujourd'hui ? Nous, en partant de l'étranger ? Non, vous parlez des médecins étrangers qu'on va prendre pour remplacer parce qu'on n'a pas assez d'internes. En termes de niveau, médecins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des médecins roumains qui viennent d'Afrique du Nord, qui sont médecins dans leur pays, mais qui ne sont pas médecins en France. Et pour avoir la qualité de médecin en France, ils sont internes et ils travaillent en tant qu'internes. Rappelons aussi le statut d'interne, Jules. C'est assez compliqué. Vous travaillez beaucoup et alors c'est pas encore votre cas de votre côté, mais j'imagine que vous êtes renseigné et que vous avez des amis qui sont aujourd'hui dans des hôpitaux ou des cliniques. Racontez-nous un petit peu la situation pour un interne en termes d'heures de travail, et surtout de salaire. Les heures de travail, ça va dépendre des services. Aux urgences, c'est respecté, c'est 48 heures par semaine en général, ce qui est légal dans toutes les spécialités, ça devrait être le cas. Mais dans la plupart des services, c'est autour de 60-80 heures par semaine et payé sans garde autour de 1 600 € net par mois en première année. 60-80 heures par semaine pour 1 600 € par mois. Voilà. Des années d'études, vous regrettez ou pas ce choix-là d'avoir fait médecine, Jules ? Alors je regrette pas parce que je reste passionné par mon métier, mais c'est vrai que je regrette la considération qu'on nous porte. Merci beaucoup Jules Cipriani d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes étudiant donc en 6e année de médecine à Aix-Marseille Université. Bon courage à vous, surtout pour la suite. Sud Radio, il est 12h27. Dans un instant, mon cher Maxime, on sort, on va dehors et attention au risque de pollen même, d'ambroisie. Attention Benjamin. Bah oui. Vous allez vous enrhumer. Attention, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Sud Radio à 12h30, 12 départements en alerte rouge face au pollen d'ambroisie, Maxime. Et oui, attention à ce type de pollen, plus rare, plus sévère. Attention notamment aux asthmatiques qui sont particulièrement visés. C'est votre cas, Benjamin, il me semble. Les allergies se déclenchent alors et certains sont même obligés d'aller aux urgences. Et oui, c'est très sévère, comme je le disais, entre 1 et 3,5 millions de Français y sont allergiques. Bonjour Édouard Sève. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes allergologue du côté de Fontainebleau. Alors, commençons par le commencement, Édouard Sève. Qu'est-ce que ce pollen d'ambroisie ? Alors l'ambroisie, c'est ce qu'on appelle communément une mauvaise herbe. C'est une plante qui est très envahissante, qui vient en fait de la vallée du Rhône, qui vient des États-Unis initialement, qui a débarqué depuis 60 ans environ en France, mais qui gagne du terrain d'année en année. Ça va de plus en plus loin. Et donc il y a toute la vallée du Rhône qui envahit. Maintenant il y a le sud-ouest, il y a la Bourgogne, la région centre, et on arrive aux portes de l'Île-de-France. Alors je le disais, ce pollen d'ambroisie est plus sévère, c'est-à-dire, est-ce que vous rencontrez, vous, des patients qui arrivent et qui ont des formes des symptômes plus importants que d'habitude ? Alors oui, ça commence. Donc moi je suis en Île-de-France, donc jusque-là j'étais pas encore touché, mais ça commence d'année en année, on a de plus en plus de patients. Ça remonte jusque-là. Et c'est des patients... Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un pollen d'été, ça commence tout doucement début août et c'est très fort à partir de la mi-août jusqu'à fin septembre à peu près. Et le problème de ce pollen, c'est que c'est un pollen qui est très allergisant. Il suffit de 5 grains de pollen dans un mètre cube pour déclencher des symptômes. Et 50% des gens vont avoir de l'asthme.
Donc vraiment des symptômes sévères. Des symptômes sévères. L'asthme, il y a quoi d'autre comme symptômes? Sinon, c'est des symptômes assez classiques liés aux allergies. Peut-être décuplés. Ce qu'on appelle un peu comme le rhume de foin, avec le nez qui coule, les éternuements, les yeux qui grattent, les yeux qui piquent. Mais voilà, ça va être quand même très très important, très invalidant pour les patients. Donc vraiment un problème de santé publique. Mais est-ce que ça veut dire que des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de l'asthme d'habitude, avec ce pollen d'ambroisie, pourraient faire de l'asthme? Tout à fait. On peut être juste allergique à l'ambroisie uniquement et faire de l'asthme que sur cette période-là, estivale. D'accord. À cause du pollen. Est-ce que c'est une nouveauté, ce pollen d'ambroisie? J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on en parle. Est-ce que c'est une nouveauté ou alors c'est une nouveauté de par son ampleur? Alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que c'était vraiment un problème régional à la veille du Rhône, mais d'année en année, ça s'aggrave de plus en plus, et donc on en parle de plus en plus, avec c'est aggravé par le réchauffement climatique, elle aime bien la chaleur et puis elle aime bien la pollution, et c'est sûr que ça va pas dans le bon sens, donc effectivement elle se développe de plus en plus. Donc elle est très bien du côté de chez vous, région parisienne, à Fontainebleau. On parle de pollution, et puis effectivement, réchauffement climatique, forcément, voilà, vallée du Rhône, mais ça s'étend. Est-ce qu'on sait pourquoi, Édouard Sève, ce type de pollen est plus dangereux? Alors le problème, c'est que c'est une plante qui est envahissante, qui va se développer vraiment sur tout type de sol. Donc il suffit sur des bords de route, sur un terrain en jachère, même dans des champs au milieu de céréales, ça va pouvoir se développer. Donc c'est important de l'identifier pour ensuite essayer de prévenir. Voilà, il y a des campagnes d'arrachage, on peut la signaler. Il y a une plateforme sur internet, signalement-ambroisie.fr, pour essayer d'éradiquer ou en tout cas de ralentir sa progression. Parce que ça a des coûts importants. Il y a des afflux du coup de patients aux urgences au mois d'août. On sait que les urgences sont déjà un peu débordées. Et puis des coûts au niveau pour les médicaments. Il y a des arrêts de travail. Donc c'est un vrai retentissement. Voilà. Vous parlez du réchauffement climatique. C'est vrai que d'année en année, on a toujours des étés assez chauds. Est-ce que du coup, effectivement, ce pollen pourrait remonter vers le nord de la France, mais surtout, est-ce qu'il pourrait durer plus longtemps, sur une plus longue période de l'année? Est-ce qu'on pourrait avoir des allergies au pollen dès la sortie de l'hiver ou pas, Édouard Sève? Alors l'ambroisie, on l'aura pas dès la sortie de l'hiver. Je pense que ça va rester quand même vraiment un pollen d'été. Mais ça pourrait arriver peut-être plus tôt. On peut imaginer que ça arrive dès le mois de juillet, et puis que peut-être que ça dure encore au mois d'octobre, si les automnes sont doux. Même pour le pollen classique d'ailleurs. Mais par contre, les pollens classiques, alors on a eu du pollen de noisetier l'année dernière à Noël. Il suffit qu'il y ait 5 degrés pour qu'on commence à avoir... Il y a différents types de pollen, chaque pollen va avoir un peu sa période. Et c'est vrai que il suffit d'une phase de redoux et voilà quoi. Et tout à fait. Et donc ça peut commencer à Noël et ça peut finir en novembre maintenant les pollens. Donc ça dure toute l'année. Et ça vous le constatez vous année en année, Édouard Sève, je rappelle vous êtes allergologue, vous voyez de plus en plus de patients venir à des périodes où avant vous disiez tiens j'avais personne, et là de plus en plus, comme vous le disiez, en hiver j'ai quelques patients qui arrivent qui me disent j'ai un souci d'asthme par exemple. Oui, avant ça commençait, ils nous disaient vers mars-avril, et puis maintenant ils nous disent dès le mois de janvier, ça commençait à démanger, j'avais le nez qui coulait, ou d'autres patients qui étaient nés en juin-juillet, et en septembre ils ont une deuxième vague de pollen et de symptômes en septembre voire octobre l'année dernière. Alors maintenant qu'on sait qu'on est allergique, voire même allergique à ce fameux pollen d'ambroisie, qu'est-ce qu'on fait tout simplement, Édouard Sève? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ce midi? Alors, donc, on le confirme. Donc ça, on peut faire des tests avec un allergologue. Donc, première des choses, c'est éviter, donc connaître l'allergie, faire attention à cette période-là. Donc, éviter d'être dehors, surtout quand il fait beau, qu'il y a du vent et qu'il y a beaucoup de pollen dans l'air. Pas trop jardiner, pas s'amuser à arracher soi-même les plantes, mais se protéger en tout cas. S'il y en a dans l'air, on peut mettre un masque, on peut se rincer les cheveux, prendre des traitements. Le masque, ça peut marcher. Mettre un masque. Ça peut marcher. Ouais. Voilà, si ça filtre les virus, ça filtrera aussi les pollens qui sont plus gros. Alors après, c'est juste vraiment quand on jardine, quand on est au contact, pas forcément le porter toute la journée, mais ça peut aider. Ensuite, donc prendre des traitements, des antihistaminiques, des comprimés. On peut mettre donc des gouttes pour les yeux, des gouttes au nez, et puis un traitement de l'asthme s'il y a de l'asthme. Donc tout ça pour soulager. Et vraiment, l'étape d'après, c'est faire une désensibilisation, faire un traitement pour être débarrassé, pour essayer de guérir, d'être tranquille par la suite. Alors, justement, Édouard Sève, sur cette question de la désensibilisation, alors, je parle en connaissance de cause, mais il y a des années de ça, moi j'avais fait ce traitement de désensibilisation, j'avais fait 2-3 ans, je crois, de mémoire. J'étais jeune, oui. C'est vrai que vous étiez vieux, et ça avait pas marché du tout. Mais alors pas du tout. Est-ce que c'est plus efficace aujourd'hui, ou est-ce que juste ça dépend des personnes?
Alors un peu les deux, il y a eu du progrès. Effectivement, les produits ont évolué. Avant, c'était des systèmes injectables, ça en fait plus du tout en France. Maintenant, c'est sous la langue, c'est soit des systèmes de gouttes, soit pour certains pollens, ça peut être décomprimé, qu'on va prendre effectivement sur 3 ans. Souvent, c'est 3 saisons. On fait ça pas toute l'année, mais c'est 3 printemps, globalement 6 mois, 7 mois. Et donc c'est une fois par jour, tous les jours, on va mettre un petit peu de produit sous la langue pour que le corps se réhabitue petit à petit à l'allergène et tolère à nouveau, et que le jour où l'allergène, donc le pollen, va être dans l'air, eh ben on le tolère mieux, on est moins de symptômes, moins de réactions, et que les symptômes s'amendent comme ça d'année en année. Parce qu'on était un peu habitué, du coup, voilà, à cet allergène. Ouais. En fait, finalement, si je vous comprends bien, cette désensibilisation, il faut le faire en amont. En fait, c'est en prévention. Est-ce qu'il y a une période de l'année où il faut le faire, ou alors ça va dépendre de chaque patient? Alors ça dépend en fait de chaque pollen, surtout comme chaque pollen va avoir une période de pollinisation, chaque plante va avoir une période. On va commencer avant et on va continuer pendant la saison du pollen. Donc par exemple pour l'ambroisie, on va commencer peut-être vers avril-mai, alors que pour les pollens de bouleau, on va commencer en novembre. D'accord, mais ça veut dire qu'il faut en faire un pour chaque type de pollen ou alors... Oui, si on est allergique à plusieurs pollens, il faudra peut-être faire plusieurs désensibilisations. Donc on commence par ce qui gêne le plus, et puis après on peut adapter. Donc ça c'est vraiment au cas par cas en fonction des patients. C'est à discuter avec l'allergologue. On en est où du nombre de Français allergiques, là, rhume des foins, allergiques au pollen? Parce que c'est vrai que c'est un chiffre qui explose d'année en année. On en est où aujourd'hui et vers quoi on va? Parce que ça concerne quand même de plus en plus de gens. Ouais. Voilà, ça serait les allergies comme ça respiratoires, 15 à 20% de la population. L'ambroisie, c'est une personne sur 6 dans la vallée du Rhône, et on sait que ce chiffre va augmenter, et les estimations de l'OMS, c'est une personne sur 2 en 2050. 50% de la population en France devrait être allergique d'ici maintenant 30 ans. Alors, je reprends vos mots, tout à l'heure, Edouard Sève, vous parlez de vrais problèmes de santé publique. Ça veut dire qu'on fait quoi? On engage quoi pour faire face à ce problème de santé publique? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, souvent, c'est un peu méconnu, c'est un peu sous-estimé, parce qu'on se dit que les allergies, c'est pas très grave, voilà, c'est le nez qui coule. Et ça, c'est vraiment une image qu'on essaie de retirer, parce que ça peut être grave, ça peut donner des décès. Il y a des décès par asthme tous les ans à cause des allergies, et ça a vraiment un impact sur la qualité de vie, sur la vie au quotidien, sur le travail, sur les études pour les jeunes. Donc, voilà, il y a toute une chose à revoir de ce côté-là. Alors, de la part des médecins, on essaie de faire des campagnes au niveau du grand public. Il y a des associations de patients qui participent aussi. Et puis après, ça dépend aussi de nos ministères, de nos instances, de prendre le problème après le corps et de faire des campagnes de sensibilisation, d'arrachage pour les plantes comme l'ambroisie, qu'il y ait plus de fonds, qu'on augmente le poste d'interne en allergologie parce qu'il y a diminué cette année, malgré tout ce qu'on peut dire. Et donc, s'il y a moins d'allergologues, ça va être plus compliqué. Tout à fait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, tout reste à faire. Donc après, voilà, et puis voir avec, par exemple, pour planter les arbres, ça on peut voir avec les collectivités qui se rapprochent des médecins pour éviter de planter des arbres allergisants dans le centre-ville. C'est quand même mieux. Oui, c'est bien de rajouter des arbres, c'est très très bien, mais effectivement, faut consulter d'abord à ce niveau-là. Voilà, c'est toujours mieux. Plutôt que de devoir le couper après, d'en remettre un autre après, ça coûte plus cher. Merci beaucoup, Edouard Sève. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes allergologue du côté de Fontainebleau, 12h40 sur Sud Radio. Dans un instant, mon cher Maxime Trouleau, on va revivre la magie. Oui, la magie des Paralympiques et surtout de la cérémonie d'ouverture, c'était hier soir. Ça a bien marché à la télé, il y a eu plusieurs millions de Français. On va revenir sur ce chiffre-là et puis on accueillera Anthony Martin-Smith qui était il était sur place et qui va nous dire comment il l'a vécu. Voilà. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Je vous retrouve lundi prochain, 9h, 10h, nouvel horaire, la vérité en face. On va mettre sur la table tous les grands sujets politiques, sociétaux, économiques, traités avec sérieux et sans tabou. Et vous, vos appels, vos témoignages, 0826 300 300 entre 9h et 10h avec des débats et des interviews. À lundi. Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Elle est de retour, c'est parti pour les Jeux Paralympiques. Emmanuel Macron qui a donné le coup d'envoi de ces Jeux Paralympiques hier soir à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Oui, hier dès 20h, place de la Concorde à Paris avec plusieurs artistes, la patrouille de France et bien évidemment les 4400 athlètes paralympiques. Une soirée d'ailleurs suivie par plus de 10 millions de spectateurs entre 20h et presque minuit d'ailleurs. Ça dure un petit moment, soit un téléspectateur sur 2. Alors c'est 2 fois moins que pour les Jeux Olympiques.
mais c'est 10 fois plus que pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Ouais. Bonjour Anthony Martin-Smith. Bonjour. Eh ben oui, notre consultant Sud Radio qui est là. Salut Anthony. Après avoir passé cette soirée, vous avez assisté à cette soirée cérémonie d'ouverture. Déjà un petit. Je suis fatigué comme vous voyez. Ah oui. Ça finit par. Ils avaient prévu 3 heures, c'est 3h30. Vous en avez pensé 3h40 même. Ouais, 3h40. Bon, ça veut dire que ça a été long Très long. Ouais. Très long. Ça a été long, le défilé absolument émouvant parce que voir les athlètes heureux d'être là, d'être sur les Champs-Élysées, défiler, les Français et d'ailleurs les personnes du monde entier tout autour d'eux, les saluant, les encourageant, les portant à bout de bras. Ça, je pense que c'était un vrai moment de liesse populaire et c'était très intéressant, très beau en tout cas à voir. Ça a été long, en tout cas moi j'étais sur la place de la Concorde et donc quand on est assis, on vit pas la même chose, je pense, que les gens qui avaient cette chance. En tout cas, j'aurais préféré être là-bas sur les champs et pouvoir être au contact des athlètes. Là, c'est vrai qu'on l'était un peu moins. Alors justement, tu disais voir. Moi, je te pose la question directement, Anthony, puisque je le rappelle à nos auditeurs, tu es malvoyant. Non-voyant. Alors, disons-le clairement, tu es non-voyant. Ouais. Comment on fait quand on est non-voyant pour assister à une cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques? Avec ses proches d'une part, et puis aussi avec des systèmes comme l'audiodescription qui peut être disponible. Ça consiste à avoir quelqu'un qui, dans un casque ou dans un écouteur, nous fait une description exhaustive de ce que l'on voit devant soi et de ce que la personne constate et en temps réel. Là, il y avait une audio-description oui, organisée. Oui. En français et en anglais. En français et en anglais. C'est important aussi de le spécifier. Donc, c'était long. Il y a quand même des moments qui vous ont marqué. L'arrivée des athlètes, forcément, de pouvoir un peu tous les voir et puis les voir dans cette joie qu'ils avaient. Oui, après, je vous dirais, il manquait quelque chose. Assurément, la cérémonie était belle. Thomas Joly sait faire des beaux tableaux. Ça, c'est clair et net. Mais il manquait ce petit truc en plus. Justement, ce petit truc en plus. Les acteurs en herbe d'un petit truc en plus, le film d'Artus. Où était-il Omar Sy, François Cluzet, pour Intouchables. Ces figures qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ont incarné au cinéma le handicap et donc qui ont incarné notre héritage culturel et qui l'ont fait rayonner à travers le monde. Où était-il Ou Grand Corps Malade, Gilbert Montagnier, Mimi Mati. Sur la cérémonie des Jeux Olympiques, on a eu le droit à Lady Gaga, Céline Dion, Aya Nakamura, Stevie Wonder. On aurait pu l'avoir aussi, ou Andrea Bocelli. Enfin, j'en ai un des noms. Alors, pas Ray Charles, il était occupé, je pense. C'était compliqué. Mais c'était la cérémonie des impossibles. Donc, on aurait peut-être même pu faire l'apparaître avec des avatars. Enfin, je sais pas. Là-dessus, c'est vrai que il me manque ce truc en plus. Et ça me laisse un goût d'inachevé. J'ai aussi le sentiment qu'on a du mal à se défaire, encore aujourd'hui, de ce regard un peu bienveillant, paternaliste. J'aurais voulu voir plus de sportifs, plus de sport hier. Alors il y a eu des très beaux tableaux autour du sport, c'est pas ce que je dis. Mais il y a eu des témoignages, des vidéos qui étaient très forts. Très forts, très inspirationnels. Ouais. Mais en fin de compte, c'est presque ce que l'on nous sert régulièrement dans les médias. C'est le cliché, quoi. Peut-être un peu. Moi, j'aurais attendu autre chose. Après, les symboles étaient forts. Thomas Joly, il a ce savoir-faire pour faire quelque chose à chaque fois quand même de très beau, très bien orchestré. Ça manquait un peu de grands noms, je dirais. Alors sans insulter Christine and the Queen et puis le Killer, le Killer qui a fait quand même. Évidemment, moi je salue le travail des artistes qui ont été remarquables hier. Je salue aussi les volontaires qui étaient au cœur même de cette cérémonie. Qui étaient à fond. Les athlètes. Qui ont mis l'ambiance je pense aussi à Sandrine Martinet qui est une de mes grandes amies et qui elle a lu le serment paralympique. Ouais. Donc les athlètes étaient au cœur de cette cérémonie. Voilà, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de mobilisation culturelle. Et puis, je prêche pas pour ma paroisse, mais on a un patrimoine culturel mondial sur notre pays qui est le braille.
pourquoi n'avons pas nous mis le braille en avant ? C'est quand même regrettable. Voilà, donc un petit goût d'inachevé, mais quand même très content, parce que on a pu célébrer le sport, le paralympisme, les valeurs du paralympisme. Et puis, on attendra de voir cette cérémonie de clôture qui, semble-t-il, peut-être nous ramènera plus de grands noms de la musique. Est-ce que vous avez des petites informations là-dessus ? J'ai pas vu, moi, à titre personnel. Apparemment, Jean-Michel Jarre ouvrirait et fermerait la cérémonie de clôture. On aurait peut-être Martin Solveig, Kavinsky, des artistes de la scène électronique française. La French Touch. Ouais. La French Touch. Ouais. Et donc... ouais, c'est vrai que moi qui ai une appétence un peu pour ce genre de musique, pourquoi pas, mais ça peut vous emporter, effectivement. Oui, alors, petit bémol quand même, parce que là, les athlètes, ils étaient quand même au cœur du spectacle. Et ça, c'était beau. Et j'ai envie de dire, c'est que sur les Jeux Olympiques, si on compare la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, voilà, on avait des tableaux, hein, on basculait entre les tableaux et puis les athlètes. Là, on s'est concentré sur eux, quoi. Ouais, mais je pense que c'était voulu qu'on se concentre sur les athlètes et que les athlètes soient le spectacle. Et en ça, c'était réussi. Quand vous avez les athlètes qui partent de l'Arc de Triomphe jusqu'à la Concorde, ils étaient au cœur même du spectacle. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, j'aurais aimé être sur les Champs-Élysées plutôt que tranquillement assis place de la Concorde, parce que j'aurais probablement reçu une autre émotion sur l'instant T. C'était presque à comparer nos militaires sur le 14 juillet. Ils ont dû ressentir la même chose. Et je pense qu'on recevra un athlète qui nous expliquera ce que lui, il a ressenti de l'intérieur. Ouais. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de similaire. Et puis ce feu d'artifice à la fin qui était splendide. Vous, Maxime, vous le disiez, la patrouille de France, les 8 avions. Cette fois-ci, on l'a vu à la télé, la patrouille de France, contrairement à la cérémonie des JO. Et puis, évidemment, on pouvait pas faire une cérémonie sans avoir la patrouille de France. Moi, j'amènerais juste votre sagacité sur un sujet, moi qui m'a beaucoup amusé hier. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, parce que les Jeux Olympiques, on avait des bateaux pour transporter les athlètes. Oui. Et hier, on a fait marcher et rouler les athlètes. Et là, je me suis fait exactement la même réflexion. Ça me rassure. Non, mais oui. Pour tout vous dire, j'étais avec ma compagne et je lui ai dit, mais c'est quand même, c'est presque le monde à l'envers. Mais oui. Mais c'était top, en fait. Parce tant mieux. Ça voulait dire, on était capable aussi de changer de place. Là aussi, je pense qu'il y avait un choix artistique. Bah oui, forcément, ça bouscule aussi. Non, mais bravo, en tout cas, aux artistes. Bravo à Thomas Joly. C'est toujours difficile de faire ce genre de cérémonie. Moi, je dirais que malgré tout, elle était convenue. Ça, voilà, c'est un peu mon goût de fin FAIM. Entre guillemets. Les Jeux Olympiques étaient très concrets hier. J'ai juste trouvé que c'était un peu abstrait. Alors on parlait au tout début le lundi, il y a pratiquement 2 semaines avec toi, de l'engouement. Comment donner de l'engouement aux Jeux Paralympiques ? J'ai envie, Anthony, de te faire réagir sur ce chiffre quand même. Pratiquement 11 millions de téléspectateurs, 10 fois plus qu'à Tokyo il y a 3 ans. C'est quand même une sacrée réussite. Alors j'imagine que ce n'est pas une fin en soi, qu'il va falloir attendre les audiences pendant cette quinzaine. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce chiffre ? Je crois que c'est 10,17 millions. Je précise quand même, Tokyo, c'était pas le même horaire. Là, on est en France, mais tant mieux. Voilà, ça permet aussi d'avoir cette euphorie-là et ce focus-là. Alors, il y a 2 choses en plus sur Tokyo, c'est que quand même, on est en sortie de crise Covid. Donc les images n'étaient pas non plus splendides, déjà rien que pour les athlètes olympiques, alors les athlètes paralympiques. Quoique, pour nous, athlètes paralympiques, une ambiance comme Tokyo, c'est à peu près l'ambiance qu'on a régulièrement. C'est-à-dire que quand on fait une compétition de haut niveau, c'est rare, sauf quand ce sont des gros championnats, mais qu'on ait du public comme on peut avoir sur les Jeux de Londres ou les Jeux de Paris. Mais ça, c'est déjà un premier élément. Visuellement, télévisuellement, c'était pas forcément excellent. Ensuite, deuxième sujet, le fait que il y a un effort considérable produit par France Télévisions et les diffuseurs pour avoir plus d'heures de diffusion cette année et plus de couverture. 11 millions, c'est un engouement, c'est certain, calqué probablement sur la réussite des Jeux Olympiques. Ça, c'est si on voit le verre à moitié plein. Si on le voit à moitié vide, c'est quand même 2 fois moins que ce qu'il y a eu sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Donc, attendons de voir effectivement cette quinzaine. Moi, ça m'inspire malgré tout beaucoup d'espoir.
Et je souhaite, j'espère vraiment qu'on arrivera à médiatiser comme on doit le faire ces Jeux. Oui, Anthony, c'est parti. En fait, là aujourd'hui, ça y est, les premières épreuves commencent, démarrent dès ce matin. Oui. On a déjà des athlètes en train de transpirer. Exactement. Ce matin. Transpirer. Parle-nous de cette première journée. Est-ce qu'on peut espérer un peu tôt? Mais en tout cas, on peut espérer nos premières qualifications pour aller sur les tours d'après. Voilà, on a quelques sports qui sont en route. Le badminton, le basket, le cyclisme. Voilà. Donc on peut espérer avoir des chances de médaille incessamment sous peu. Avec du taekwondo et de la natation notamment pour cet après-midi. Effectivement, et on va rien rater grâce à vous, Anthony Martin-Smith, consultant Sud Radio pour ces Jeux paralympiques. On va suivre bien évidemment tous ensemble. Sud Radio à 12h56. Je vous souhaite une très belle journée, Anthony. Merci, vous aussi. Et moi, je vous dis à ce soir. Et à ce soir, dans les vraies voix. Maxime, on vous retrouve à midi. Demain. Et puis moi, à ce moment-là, j'arrive un petit peu avant. Un petit peu en 10h. Vous avez pris cette habitude d'athlète de haut niveau, la rigueur de se lever tôt. De l'entraînement. Maxime a du mal encore. Avant de retrouver Maxime. C'est ça. Exactement. Allez, passez une très belle journée avec Sud Radio. Dans un instant, les infos. Et puis Jacques Pessis, les clés d'une vie. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.